Ils avaient un budget très limité, c'était de l'ordre de 5-6 000 euros. Les marques font très souvent de l'influence pour faire de l'influence. J'ai remarqué que les meilleurs payeurs n'étaient pas les grosses marques. Unboxing traditionnel, ça ne marche plus. Les gros influenceurs, c'est pas ceux qui performent le mieux. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des influenceurs IA qui vont débarquer? Plus tu vends, plus tu amènes des conversions, plus tu gagnes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler d'influence. L'influence, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est important d'incarner votre marque avec quelqu'un qui travaille à l'extérieur de votre entreprise? Faut-il faire confiance à un inconnu? Et puis, combien on doit payer ces inconnus? Aujourd'hui, on décortique toutes les coulisses des campagnes d'influence avec Alexis Duvernois, le boss de 18h08, une agence spécialisée dans les stratégies d'influence. Salut Alexis, bienvenue. Salut Caro, merci beaucoup. Comment est-ce que tu présenterais 18h08 et de quel type de campagne d'influence tu t'occupes? Nous, on est une agence du coup de stratégie de marketing d'influence. J'insiste bien sur les mots stratégie et marketing. On n'est pas une agence de talent. Voilà. On est plutôt côté annonceur. Agence de talent, Alexis, ils représentent des influenceurs et du coup, les influenceurs reçoivent des demandes et derrière, ils gèrent l'exécution de cette demande pour les talents. Nous, on est vraiment côté annonceur. Du coup, on va gérer la qualité de leur campagne, quoi. Donc la marque te contacte et te dit voilà, je voudrais faire du bruit autour de tel sujet, qu'est-ce que tu me proposes? Et toi, en fonction du budget, tu montes une opération, tu trouves les influenceurs pour la marque. Exactement. Alexis, on entend tout et n'importe quoi sur l'influence. Combien ça coûte un influenceur? Combien ça coûte les formats, selon qu'ils soient petits, moyens ou grands? Alors, nous, on se réfère pas forcément au nombre de followers. Nous, on va plutôt regarder leur visibilité, notamment leur vue, parce que ça permet de travailler sur le CPM. Le CPM, aujourd'hui, c'est quand même un indicateur marketing qui est assez universel sur les différents leviers. Ça permet de comparer. Le CPM va être différent en fonction des plateformes. Aujourd'hui, Snap, c'est le moins cher avec TikTok. Ensuite, il y a du Insta. YouTube, c'est un peu plus cher que Instagram. LinkedIn, on est plutôt à des CPM x2 par rapport à du YouTube. Le podcast, c'est encore plus cher. Ah ouais? Ouais. Même des petits podcasts. Pour nous, une écoute est quand même plus qualitative, entre bien guillemets. Sûr. Mais en fait, la différence de CPM s'applique notamment à la qualité. Pour nous, une vue YouTube est quand même plus qualitative qu'une vue Instagram. D'où la différence. Donc nous, on a un référentiel, on se réfère à ce référentiel-là pour savoir si ce profil-là, ce micro, par exemple, coûte 100, 200, 300, 400, 500, 800, 1000 euros, ou ce macro coûte un tel. Et après, il y a des variables d'ajustement, l'engagement, la notoriété réelle de la personnalité, si c'est une star réelle, entre guillemets, ou voilà, quelqu'un d'assez incognito, qualité des contenus. Et alors, c'est quoi en général les objectifs de tes clients? Qu'est-ce qu'il y a en ce moment, en 2025? Là, c'est quoi les tendances, les trucs qu'on te demande tout le temps? Notoriété, travailler sa considération, travailler son trafic sur un site ou un magasin. Évidemment, de plus en plus la conversion. Aujourd'hui, t'en parlais justement avec Quentin de Call Square. Ouais. Aujourd'hui, c'est un marché qui se structure. Les directions marketing, les décisionnaires dans le marketing d'influence veulent de la performance. Donc, c'est plus seulement je veux du reach, mais je veux vraiment de la performance. Donc, il faut pouvoir répondre aux différentes étapes du tunnel d'acquisition. Et tu me disais, en plus, le reach, dans tous les cas, la portée, les vues, pour toi, c'est un mauvais indicateur. Le reach, c'est très bien, mais la performance, c'est beaucoup mieux aujourd'hui. Avec le Vieux Campeur, donc, on a travaillé sur 6 mois. On mettait en place à peu près 5 à 6 collaborations d'influence par mois. Plutôt Instagram, parce que c'était leur canal principal. Là, le but, c'était de travailler des concepts assez forts avec les influenceurs. Sur une campagne comme ça de 6 mois, ça représente quel budget à peu près pour une marque? C'est très variable en fonction des marques. Ouais. Là, comme je te disais, le Vieux Campeur, ils avaient un budget très limité. C'était de l'ordre de 5-6 000 euros pour le coup. Ah, voilà. Donc on peut tenir 6 mois avec du gifting, ça dépend de ce que tu... Ça dépend. Okay. Mais au-delà de ça, au-delà de la rémunération, c'est vraiment la partie conceptuelle qui a permis de créer des vidéos qui ont surperformé, quoi. Est-ce que tu remarques que les grosses marques peuvent se permettre de moins payer les influenceurs parce que les influenceurs ont envie de voir leur nom plutôt affilié avec des grands standards du marché? Tu vois, je te donne un exemple. À mon échelle, j'ai remarqué que les meilleurs payeurs n'étaient pas les grosses marques. On peut jouer sur la notoriété de la marque. Ouais. C'est ce qu'on a fait un petit peu indirectement sur le Vieux Campeur. J'aimerais aussi rajouter le fait que c'est pas les grosses structures qui ont les plus gros budgets influenceurs aujourd'hui, parce qu'ils utilisent leur budget marketing dans beaucoup de leviers différents. Et parfois, ils sont un peu pris au piège, pour avoir bossé dans des grands groupes. Exactement. En fait, parfois, tu as la moitié de ton budget qui est déjà alloué par défaut à telle agence, média ou tel truc. Exactement. Et du coup, tu as peu de latitude au final. Troisième type d'objectif, qu'est-ce qu'on te demande et comment tu le travailles? La conversion. On peut parler de la conversion. Donc les achats. Exactement. Voilà, l'acquisition réelle d'utilisateurs ou d'acheteurs. Tout d'abord, moi, j'aimerais rappeler que pour faire de la conversion, il faut vraiment travailler ce tunnel d'acquisition. 90% des achats aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, ça demande de vraiment travailler ce tunnel d'acquisition. Les achats compulsifs sont assez rares, sont assez limités sur ce marché-là. Sauf sur des tout petits prix. Exactement. Des choses comme ça. Sauf sur une catégorie de
produits justement qui amènent ce type Les achats de caisse, un peu comme on pourrait les appeler. On a deux approches, nous, sur la partie conversion. La première approche, c'est vraiment d'impliquer les profils au maximum dans la conversion. Et comment on les implique? Au niveau de la rémunération, on fait un mixte, fixe, rémunération variable. Plus tu vends, plus tu amènes des conversions, plus tu gagnes. C'est de l'affiliation, en fait. Ou Exactement. du paiement à la performance, ça dépend. On en parlait aussi sur l'épisode avec Quentin. L'affiliation, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Et TikTok Shop qui est arrivé sur le marché français va faciliter et amplifier tout ça. Et c'est un très bel avenir. En tout cas, nous, l'affiliation, on aime beaucoup. Et du coup, la deuxième approche, qui est vraiment pour nous hyper importante aujourd'hui, un annonceur qui veut faire de l'influence sur du long terme, doit faire des collaborations de long terme avec des profils. Petit chips, les marques qui ont peur de s'engager avec un cas sur le long terme, il suffit de faire une campagne test avec différents profils, de voir ce qui fonctionne le mieux et avec qui ça fonctionne le mieux et de s'engager sur le long terme avec la personne qui fonctionne le mieux. C'est ce qu'on a fait sur Psychologie Magazine, par exemple, avec l'influenceuse Les Copains Zen. Première collaboration qui a super bien fonctionné. Derrière, engagement sur plus long terme. Donc tu nous as dit notoriété, tu nous as dit trafic, tu nous as dit conversion. C'est quoi le quatrième type d'objectif? Il y a encore d'autres objectifs, aller chercher des followers, faire du trafic en magasin. Voilà, on a parlé du digital, mais on peut travailler des stratégies en magasin. C'est ce qu'on fait par exemple pour l'épicerie numéro 1 ou Tesco, c'est une des chaînes de supermarchés numéro 1 au UK. Qu'est-ce qu'on fait? On va créer par exemple des ateliers de dégustation sur place avec des influenceurs qui vont créer des cool. dégustations de cocktails par exemple, des choses comme ça. Ça peut être hyper intéressant. Et les gens se rendent vraiment en magasin parce que tu arrives à cibler. Quand on travaille sur des enseignes physiques, on travaille très souvent du coup avec des profils locaux. C'est important. Pour un exemple, enseigne parisienne, il faut que l'influenceur ait une majorité de communauté parisienne pour que ce soit intéressant. Au-delà du simple concept d'atelier, on peut faire de la co-création. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a fait de la co-création pour certains profils. Par exemple, des marques co-créent un produit avec un profil. Et ça crée beaucoup de drive to store derrière. Parce que les gens ont envie d'acheter ce produit-là. Et sur les abonnés, du coup, gagner des abonnés, les marques le demandent encore. Comment est-ce que vous gérez ce type de problématique? Le gain d'abonnés, il y a différentes façons. Il y a la façon vraiment organique. Comment on va chercher des abonnés en organique, c'est faire des vues incroyables, faire des concepts assez forts pour que les gens aient envie tout simplement de vous suivre. C'est un travail qui est réalisé très souvent avec les équipes community management des marques. On travaille très souvent du coup avec cette partie-là, pour cet objectif-là en tout cas. Ensuite, il y a des mécaniques qui sont beaucoup plus traditionnelles, des concours. Il faut les faire bien, il faut que ce soit authentique. Il faut le faire aussi avec des huissiers, ça c'est important. Il y a beaucoup de marques qui oublient, c'est obligatoire. Ensuite, nous on aime bien ce modèle de série, c'est-à-dire qu'un influenceur va faire une première série sur son compte et il va expliquer que la suite ce sera sur le compte de cette marque-là. Et ça fonctionne bien parce que ça oblige entre guillemets les gens à s'abonner sur ce compte-là. Et après c'est on va dire au community manager de faire le taf pour faire la rétention. Voilà, faire la rétention d'abonnés. Dernier type d'objectif, les événements. Les événements, exactement. Nous c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus, hyper intéressant pour les marques. Pourquoi? Parce que au final une marque qui va organiser un événement, les locations de la salle, le traiteur, etc. Ils font venir plein d'influenceurs le jour J. Prends l'exemple de BYD, marque de voitures électriques. Donc sur Marseille on a fait un événement avec 50 influenceurs. Sur Paris dernièrement on a fait un événement avec plus de 100 influenceurs. Voilà, chaque influenceur ont des rémunérations très très limitées. Ils profitent au final d'un événement hyper intéressant pour eux. Ils rencontrent beaucoup de gens et derrière il y a du contenu organique qui est créé et surtout à un moment clé lancement d'une voiture par exemple. C'est bien parce que ça fait du drive to store, ça fait découvrir la marque, ça fait en plus du contenu pas forcément payé. Alors, en tout cas, je sais que moi la première, quand je vais à un événement, t'as parlé à la personne de l'équipe, il y a un lien affectif et du coup tu dis vas-y je leur fais une story. Et en fait rien que là, une story ça dépend comment ça se valorise, mais en général sur un profil créateur qui est à temps plein, une story c'est déjà plus de 500 € en général. Donc en fait c'est vrai que c'est double effet qui se coule. Et 3, ça te fait quand même une super incarnation en termes d'image, d'avoir des contenus d'influenceurs au contact avec ta marque, tout ça. Et ça, normalement, tu peux les utiliser. Alors, pas en publicité. Vous n'avez pas le droit de faire ça s'il y a des marques qui me regardent. Tu peux pas les pousser en publicité. Mais bon, sur ton site, t'as un tel et un tel qui viennent. Donc, faut pas en abuser. Qu'est-ce qu'il faut mettre aujourd'hui en avant dans ces posts comme mention? Où est-ce qu'il faut les placer? Est-ce qu'on peut jouer avec les mots? Tu vois, moi, typiquement, il y a quelques années, j'utilisais cet épisode est rendu possible juste parce que c'était mieux que sponsorisé. Et là, j'ai l'impression maintenant qu'il faut pas prendre de risques et qu'il y a quand même des termes qui sont très savamment étudiés. Comment est-ce que tu accompagnes les marques et les influenceurs dans les guidelines pour être légal? Déjà, les mentions obligatoires, c'est légal, c'est indiqué dans des textes de loi, c'est collaboration rémunérée
ou publicité. Collaboration commerciale, ça fonctionne évidemment. Il faut les intégrer normalement sur tous les supports. Voilà, que ce soit des photos, des vidéos. On peut plus seulement dire partenariat, collab. On peut le faire parce que voilà, sur un reel, sur une photo, au final, la personne voit pas seulement la photo ou la vidéo, il voit aussi la description. Donc ça peut être intégré uniquement dans la description aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est obligatoire. Il faut la mentionner, sinon on est exposé aujourd'hui à une sanction. Je crois que ça peut aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et plus de 300 000 € d'amende en fonction de la gravité. Tu vois, donc ils sont... Oui, après ça dépend ce que vous recommandez pour tous ceux qui sont en train de trembler parce qu'ils ont oublié de mettre la mention. Ça dépend aussi. Ils sont surtout très exigeants avec tous les produits financiers, les produits qui mettent les gens à risque pour la santé ou pour le patrimoine. Exactement. Donc on a eu un exemple il y a plusieurs semaines maintenant avec Julien Tanchi qui avait fait un placement sur des produits financiers. Du coup, ils sont tombés dessus. Il a dû faire une vidéo d'excuses. Il a dû réexpliquer que c'était pas bien, etc. Et voilà, donc il faut faire attention. Il y a certainement eu une amende derrière aussi. Comme tous les marchés nouveaux, ça a besoin de régulation et pas seulement au niveau business, mais aussi au niveau juridique. D'ailleurs, ils ont tous mis en place, je pense à LinkedIn, à Instagram, YouTube. Maintenant, il y a automatiquement, du coup, tu es capable depuis les plateformes d'indiquer paid partnership, mais c'est juste que quand il faut le mettre sur l'image, sur la caption, plus l'indiquer sur la plateforme, et tu vois parfois des gros influenceurs, par exemple, je regarde Lena Situation, elle met du coup la mention paid partnership, mais elle ne le remet pas sur la story. Donc en fait, il y a un peu un flou artistique, j'ai l'impression là-dessus. Alors que c'est des gros influx qui sont managés. Il y a un système de contrôle, de check et derrière, c'est transmis aux autorités. Au final, il y a tellement de collaborations au quotidien, c'est très compliqué de contrôler tout ce qui se passe déjà, de contrôler la qualité de ces mentions. Mais en tout cas, je pense qu'il faut voir un petit peu comment ça se passe sur les prochains mois. C'est plutôt positif, contrairement à ce qu'on pensait. Beaucoup d'annonceurs, quand on leur a dit il faudra mettre des mentions obligatoires, etc. Ah, très dommage, l'influence c'est quand même quelque chose de très naturel, très authentique. Si demain tu rajoutes cette mention, ça va impacter nos performances. Au final, pas plus que ça, parce que les Français, les communautés sont pas dupes, tout simplement. Ils comprennent quand on voit un produit que c'est un placement, donc qui est écrit ou pas, au final c'est un peu la même chose pour eux. Et ça dépend aussi micro-influenceur ou macro-influenceur. Je te donne un exemple, tu vas sur le compte de Inoxtag, il y a que des posts sponsorisés. C'est très accepté par les audiences parce que ces influenceurs sont vus comme des célébrités. En fait, l'attachement de l'audience est déjà tellement fort qu'il n'y a vraiment pas de pollution, je trouve, sur ces comptes-là. C'est attendu que ce soit non-stop de la publicité et ça ne leur fait pas perdre en crédibilité. Au contraire, ça les starifie quelque part. Comment est-ce que tu distingues micro, nano, macro-influenceurs et comment est-ce qu'on fait pour les mettre dans une campagne? Quelle est la bonne proportion? Est-ce qu'on fait un mix des deux? Est-ce qu'on fait soit l'un, soit l'autre? Comment tu t'organises? Nano pour nous, en tout cas. Ouais. C'est en dessous de 10 000 abonnés. Là, on parle souvent Instagram, comme c'est le réseau social le plus costaud aujourd'hui en France. Je crois que c'est plus de 85% d'utilisateurs. Donc nano, c'est en dessous de 10 000 abonnés. Micro, c'est entre 10 000 et à peu près 150 000, 200 000 abonnés. Au-dessus, c'est macro. Voilà, et au-dessus d'1 million, c'est méga. Alors, comment on les place dans des campagnes? On doit tout le temps te poser la question. Oui, Est-ce que je prends un gros ou 10 petits? Justement, tout dépend de la stratégie, de l'objectif et du budget. Je prends un exemple. Une marque a, par exemple, 5-10 000 €. Si tu prends un macro demain, tu vas pas pouvoir faire de la répétition. Il va faire peut-être son Reels, sa story ou peut-être 2 stories, etc. Mais il va pas forcément faire de la répétition. Et ça, si tu as un objectif de travailler le tunnel d'acquisition, d'aller chercher de la conversion, du trafic, etc., c'est pas forcément la bonne approche. Si tu veux par contre faire la répétition, travailler ton tunnel et faire suivre, amplifier aussi ce buzz-là, souvent nous on travaille sur 3 phases. Donc déclencheur, c'est le gros concept justement. La contamination. On va chercher des micros, des nanos-influenceurs qui vont relayer ce concept-là la semaine suivante. Ensuite, l'amplification. L'amplification, c'est les périodes d'après, ça peut être 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Mais l'amplification permet d'amplifier, on va dire, la campagne et de cibler aussi. Parce que quand on fait de l'amplification, on le fait souvent avec du meta-ads ou avec des médias très précis. Et le fait de passer par de la publicité, la médiatisation, on appelle ça, ça te permet de cibler, par exemple, localement ou de cibler des targets très précises et d'aller chercher, on va dire, une couverture supérieure. Ça va être quoi le futur de l'influence pour toi? C'est collaboration long terme. Pour nous, c'est vraiment quelque chose qui doit être intégré systématiquement dans l'influence. La personnalisation, la co-création, on le voit encore trop peu sur les collaborations. Les marques font très souvent de l'influence pour faire de l'influence. Ok, j'ai un produit à mettre en avant, mets-le moi en avant, je fais un placement de produit assez traditionnel. Non, ça marche plus.
unboxing traditionnel, ça ne marche plus. Il faut aller très loin dans le concept, il faut aller sur de la créativité. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des influenceurs IA qui vont débarquer ou est-ce que tu penses que les influenceurs vont s'avatariser pour moins bosser? Déjà, l'IA est énormément intégrée déjà chez les influenceurs eux-mêmes, qui l'utilisent pour industrialiser un petit peu leur contenu, leur création de contenu notamment, aller un petit peu plus loin à ce niveau-là pour créer leur description, créer plus facilement des photos, etc. Après, les influenceurs IA, les influenceurs robots, nous, on pense que c'est encore trop tôt. Déjà, j'anticipe une potentielle question qui est est-ce que ça va remplacer les influenceurs? Non, parce que les gens veulent de l'authenticité. Ils veulent de l'authenticité, mais en tout cas, nous, on sait que ça va prendre une petite place, pas une grosse place, ça va prendre une petite place sur ce marché-là. Mais non, les influenceurs authentiques, réels, vont rester maîtres de ce marché-là. Et même pour nous, on pense que c'est beaucoup plus intéressant. En fait, l'influence avec des humains, ça donne la possibilité de faire un petit peu tout ce que tu veux. Autant de personnes que tu as sur ce marché, autant de concepts que tu peux créer, autant de placements que tu peux faire. Et c'est ça qui est sympa et magique au final. Dernière question pour toi. Est-ce que tu as eu des surprises ou des mauvaises surprises en campagne d'influence? C'est quoi le truc qu'on dit pas assez? C'est tout simplement les gros influenceurs, c'est pas ceux qui performent le mieux. Nous, tous les jours, on a des surprises. Hier, je faisais un bilan de campagne avec une marque. Au final, le profil qui coûtait le moins cher a certes généré moins de vues, mais a généré beaucoup plus de leads. Et ça, c'est un indicateur qui est intéressant. Donc voilà, un conseil que je peux donner, faites vraiment attention aussi à tout ça. C'est pas parce que l'influenceur est macro qui va vous apporter vraiment cette performance-là. Il faut aller chercher aujourd'hui des collaborations authentiques, crédibles. Il faut aller chercher des personnes qui sont réellement influentes, réellement suivies pour ce qu'ils sont et ce qu'ils font, quoi. Merci Alexis d'avoir été avec nous. Si vous avez suivi cet épisode, vous êtes devenu un collab sur les bons objectifs en influence marketing et les bonnes tactiques pour réussir à les atteindre. Vous connaissez aussi maintenant la différence entre un micro, nano, méga influenceur. Et puis surtout, vous avez compris qu'il y a 3 phases indispensables à avoir en tête quand vous lancez une campagne d'influence, que ce soit à votre échelle ou à l'échelle d'un groupe. Puis vous avez maintenant les bons exemples pour vous lancer. J'espère que cet épisode vous aura inspiré. Retenez que les derniers seront les premiers et que ce n'est pas la taille qui compte en influence. À très vite et merci d'avoir écouté Marketing Square. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square.